Donc, je vous propose à présent de voir une autre catégorie de public fragile, public vulnérable. Par le biais du docteur Andrea Tortelli, nous allons parler de la santé mentale des personnes migrantes. Le docteur Tortelli est docteur en psychiatrie et responsable du pôle consultation d'accompagnement psychiatrique et social pour migrants en Île-de-France, le CAPSYS, du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Bon, merci merci pour cette invitation parce que quand on parle santé mentale des migrants, il faut qu'on parle des droits des migrants et ça c'est un fait et très très actuel. Donc pour commencer, quels sont les constats qu'on a par rapport à la santé mentale des migrants? Donc, les constats, ils sont très anciens, depuis plus d'un siècle, et à chaque fois issus des grandes vagues migratoires. Donc, la grande vague de l'Europe vers les États-Unis au début du XXe siècle, après la vague des anciennes colonies vers l'Europe, et cette troisième grande vague suite à 2015. Suite aux conflits, multiples conflits que maintenant on arrête de nommer tellement ils sont nombreux. Mais une anecdote très très importante, très intéressante, c'est que voilà le premier constat, donc ils arrivent avec les immigrants aux États-Unis. Et que, donc, au début du 19e siècle, on commence à remarquer que les personnes commencent à avoir des décompensés sur le plan psychiatrique. Et du coup, l'État commence à compter, donc c'est les recensements qui va faire les premières études épidémiologiques sur la santé mentale des migrants, parce qu'il faut le compter pour pouvoir planifier les lits d'hospitalisation. Et ce phénomène tellement important et polémique aux États-Unis et aussi en Europe, parce qu'en Europe, on commence à dire oui, nos immigrants commencent à devenir fous, il ne faut plus y aller, et que les États-Unis, ils ont créé donc la première loi d'immigration, Immigrant Act en 1924, aussi basée sur ces faits-là. Donc voilà, là c'est aussi ils ont institué à Ellis Island donc une commission psychiatrique pour les primo-arrivants pour les examiner. Malheureusement pour eux, ils se sont rendus compte que les gens arrivent en très très bonne santé et donc le but c'était de les renvoyer juste en arrivant et finalement les gens ils arrivent en bonne santé, c'est des années après qu'ils vont devenir malades. Donc ce constat, il est fait par rapport à première génération, mais aussi chez les descendants. Par contre, ce risque, il va varier en fonction du pays d'origine, du pays d'accueil, des conditions de vie, de type d'immigration, etc. Alors, comment expliquer ? Un petit cours de là c'est pas à prendre par cœur, mais c'est vraiment pour comprendre que les modèles étiologiques des troubles psychiatriques, on est vraiment dans un modèle d'interaction gène-environnement, c'est-à-dire que à la même charge génétique de deux individus, le risque de développer des troubles psychiatriques, c'est la personne qui va être exposée à des facteurs environnementaux, biopsychosociaux au moment de la conception et tout au long de sa vie. Et donc, c'est pourquoi que chez les migrants, on va dire que c'est une population qui va être exposée, donc à charge génétique égale, va être exposée à plus de facteurs tout au long de leur vie, normalement associés à l'expérience de la migration et qui va augmenter le risque de développer troubles psychiatriques. Donc là, c'est quelques exemples. Donc, migration forcée, discrimination, isolement, barrière de la langue, précarité sociale et administrative, exposition à violence physique ou psychologique. Donc, quelques études. Donc, on a ce constat. Donc, il est fait depuis une cinquantaine d'années en Europe, et on constate, voilà, qu'il y a des troubles psychiatriques, tout trouble confondu dans une cohorte. Donc, par exemple, cette étude en cohorte, c'est-à-dire qu'on va suivre les personnes dès la naissance et on va voir l'évolution et le développement des différentes maladies. Et donc, dans cette cohorte, on a observé donc, des troubles psychiatriques première et deuxième génération des migrants.
Les troubles psychotiques, ça veut dire schizophrénie ou des troubles psychotiques moins importants. C'est les troubles les plus étudiés, donc avec beaucoup d'études faites dans plusieurs pays et qui montrent aussi une incidence, c'est-à-dire le nombre de cas nouveaux, mais aussi une prévalence plus importante qu'en population générale, ainsi que des troubles de l'humeur. Ensuite, des études en demandeurs d'asile réfugiés, on va retrouver des taux encore plus importants parce qu'on va se dire finalement que cette population migrante qui est venue dans des conditions très difficiles, elle serait encore plus exposée à des facteurs environnementaux. Donc c'est vrai que dans des études, on trouve des taux 2 à 3 fois plus importants qu'en population générale et plus importants que chez les migrants qui ne sont pas venus dans ces conditions-là. On a quelques études en France, donc les études en France, elles ne sont pas nombreuses, mais elles existent déjà. Donc de troubles psychotiques aussi, on va retrouver les mêmes choses, et aussi des troubles dépressifs. Et ce qu'on a parlé tout à l'heure, tout au long de la journée, on parle de l'étude Samantha parce qu'en effet, c'est une étude très importante en population sans-abri. Et nous avons étudié, déjà dans la population Samantha, qui est une étude qui a été faite en 2009, la majorité des personnes qui ont été interviewées, c'était déjà des migrants. Et on sait aujourd'hui que la majorité des personnes en SDF en Île-de-France, c'est des migrants. Et donc, déjà à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, on retrouvait des taux plus importants de dépression, de troubles post-traumatiques chez cette population. Et quand il y avait une psychose, cette psychose, elle était associée à un séjour de plus de 10 ans en France. C'est-à-dire que les personnes, parce qu'à un moment donné, aux États-Unis, comme ils ont pensé, les fous, ils sont fous, ils vont venir chez nous. Non, les personnes, ils arrivent en bonne santé, c'est avec le cumul des facteurs environnementaux qu'au fur et à mesure, ce risque va augmenter. Et donc, par exemple, chez Samantha, le risque, il était associé à un séjour de plus de 10 ans en France. Ensuite, je ne sais pas si Stéphanie Van Dotteren en a parlé, mais l'étude en femmes, très importante aussi, c'est des personnes, des familles, des enfants hébergés en Île-de-France, où on va retrouver aussi une grande majorité, c'est des femmes, des familles migrantes, et où on va trouver aussi des taux très importants de dépression, des troubles post-traumatiques, mais aussi, je n'ai pas mis ici, mais aussi des grandes souffrances psychiques chez les enfants. Et enfin, cette étude Premier Pas, qui est fait avec des bénéficiaires de l'AME, donc ça veut dire des migrants en situation irrégulière, et qui va trouver aussi une personne sur 6 qui coche un diagnostic de troubles post-traumatiques, et ce diagnostic est fortement associé au niveau de précarité. Donc plus on est précaire à la rue, plus on a cette association avec le trouble post-traumatique. Alors, cette vague actuelle, donc on a parlé de facteurs généralement associés. Cette vague actuelle, on va dire que c'est c'est celle qui la rend plus vulnérable. Parce que contrairement aux 2 vagues précédentes, il s'agit en effet pour la majorité d'une migration forcée. Il s'ajoute le trajet. Le trajet, voilà, nous, on voit des patients, voilà, quand on sait qu'ils sont passés par la Libye, c'est même pas la peine d'en parler, qu'ils ont pris le bateau, c'est même pas la peine d'en parler. Voilà, le trajet devient en soi un facteur de risque très important de troubles psychiatriques chez cette population. La barrière de la langue, bien sûr, les facteurs d'acculturation, les mineurs isolés et les familles. Donc, les familles, on a toujours eu des familles migrantes dans l'histoire. Mais la question, c'est des familles qui vont subir ces mêmes choses ensemble. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans notre consultation, on voit une personne, il y a une personne qui nous est adressée. En général, on finit par voir les conjoints et on finit aussi par pouvoir devoir évaluer les enfants et voilà, et se mettre en contact. C'est des personnes qui ont subi normalement les mêmes choses, les mêmes difficultés.
Et enfin, les politiques migratoires, donc grande source de stress et vulnérabilité psychique, parce que l'inégal, donc partout en Europe, donc on a des personnes qui ont quitté leur pays il y a 5 ans, donc ça fait 5 ans qu'ils sont en errance en Europe, qu'ils ont fait la demande dans un pays, ils ont été refusés, après ils font la demande dans un autre. Donc en général, ils arrivent en France, c'est le dernier pays, ils sont très très fatigués, ils ne peuvent plus aller en Angleterre, voilà, il y en a... Voilà, une fois, on a fait une étude à Calais et on disait à Calais, mais pourquoi vous ne restez pas en France? Vous voulez traverser? Pourquoi vous n'allez pas à Paris? Ils disent non, Paris, c'est la mort. Voilà. Alors, un peu de clinique. Il faut commencer à dire que toute personne exposée à un trauma ne va pas développer va développer un problème psychiatrique. Donc un trauma, c'est vraiment, ou un psychotrauma, comme on peut dire, c'est l'exposition à une situation où la personne va ressentir que sa vie psychique ou physique est menacée. Voilà, c'est ça la définition d'un trauma. Donc, il y a des personnes, la plupart des personnes qui vont vivre ça, elles vont être vulnérables pendant quelques semaines, pendant quelques mois, mais en fonction de l'environnement, des conditions de vie, etc., elles vont s'en sortir très bien. D'autres, elles ne vont pas s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire que toute personne qui a vécu un trauma va développer un trouble post-traumatique. Donc la plupart des personnes, ce que je vous ai montré tout à l'heure, va développer des problèmes d'anxiété, dépression, aussi troubles post-traumatiques, mais la clinique est beaucoup plus complexe. Surtout avec cette population qui ont vécu, qui ont subi non seulement un trauma, mais plusieurs. Donc, les menaces de mort dans les pays d'origine, torture, etc., politique, violence, la traversée du bateau, les conditions du vide. Dans l'étude des premiers pas, par exemple, il montre qu'un tiers des violences vécues sont en France. Voilà. Ou sinon, des violences dont dans d'autres pays, dans les limites, dans les changements de pays. Et donc, voilà, donc on est vraiment dans une clinique très, très complexe. Et les personnes arrivent, le premier motif de constatation des personnes, c'est « je ne dors pas ». Je ne dors pas, je pense tout le temps, j'ai des cauchemars, j'ai mal à la tête. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des ruminations anxieuses, des attaques de panique, beaucoup d'idées suicidaires. On a très peu, je ne sais pas, passage à l'acte du type ingestion médicamenteuse. Vraiment, les gens, quand ils pensent à la mort, ils vont penser, bon, je vais me jeter sous les trains ou dans la Seine. Des hallucinations. Parfois, ça peut être, les gens vont dire, non, c'est la psychose, c'est la schizophrénie. Non, c'est... Parfois, il y a beaucoup de personnes qui vont entendre des voix ou voir des visions par rapport au trauma vécu. Donc, on a beaucoup de patients qui arrivent, qui entendent ceux qui, par exemple, qui ont eu des noyades dans la Méditerranée, qui n'arrivent pas d'entendre les cris des gens ou voir les images des gens se noyer. Et c'est pour cette raison qu'ils viennent nous voir. Et aussi, mais vraiment, c'est très, très riche, malheureusement. On peut avoir des gens qui deviennent bègues après un trauma, qui vont avoir des crises dissociatives ou ce qu'on appelle beaucoup la somatisation. Donc la somatisation, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que, la souffrance psychique, elle va passer par une manifestation de souffrance corporelle. Mais attention, cette population, quand ils disent « j'ai mal à la tête », on va peut-être se dire, oui, c'est la souffrance psychique. Mais bon, peut-être qu'il a mal à la tête parce qu'il a une souffrance psychique, mais aussi parce qu'il ne dort pas, ou aussi parce qu'il a un coup sur la tête. Et c'est probablement les trois. Donc, il faut toujours faire attention avec cette population, les bilans somatiques. Avant de parler de somatisation psychique, etc., il faut vraiment regarder sur le plan somatique. Pardon. Alors, l'évolution, c'est ce que je disais, hein, l'évolution, elle est en fonction des facteurs internes et externes. C'est-à-dire, il y a plein d'études qui montrent, donc, une personne avec un trouble post-traumatique, l'évolution du trouble, il va être en fonction des facteurs positifs ou négatifs rencontrés dans les pays d'accueil.
Donc, on va dire aussi que les facteurs de l'environnement, donc on va avoir une évolution en dents de scie parce qu'il y a trop de facteurs environnementaux qui vont avoir un impact sur l'évolution des troubles. Donc, encore une fois, ça tourne beaucoup autour d'accès au droit, c'est-à-dire la lenteur de la procédure. Donc, c'est des gens qui attendent 1 mois, 1 an, 2 ans, qui passent, sont refusés, qui passent CNDA et qui, entre-temps, donc, n'ont pas le droit de travailler, donc ils sont inactifs, ils sont très, très isolés, soit par la langue, soit parce qu'ils sont dans l'hébergement, ils sont tout seuls dans la chambre, il n'y a pas d'espace commun. Et ceux qui sont en mobilité forcée, c'est-à-dire que voilà, une très bonne partie des personnes demandeurs d'asile aujourd'hui ne sont pas hébergées. Donc à Paris, il y a les campements, donc on a cette mobilité forcée, c'est-à-dire on dort dans un endroit, on va manger, ça dépend du repas, le petit déjeuner dans un endroit, le déjeuner dans un... Voilà, ça change, donc il faut avoir cette mobilité. On va avoir les soins dans un 3e endroit, et tout ça sans carte Navigo, donc avec le risque d'être contrôlé, amende ou pire, le CRA. Donc le stress, il est constant pour cette population. Enfin, la prise en charge, donc très très rapidement. On dit, donc on n'arrête pas de dire que c'est des situations complexes. Donc pour des situations complexes, il faut vraiment des prises en charge globales. C'est-à-dire que avec la personne, cette prise en charge, il faut qu'elle soit non seulement psychiatrique, mais aussi sociale, psychologique et de soutien à la résilience. Donc, il faut qu'on va avec la personne, on va décider quelles sont les priorités. On a des personnes qui arrivent à la consultation complètement désespérées parce qu'ils ont eu un OQTF. Voilà. Donc, si je l'aide pas à aller voir un juriste, à aller voir, à comprendre mieux cette situation, je peux donner des médicaments pour l'anxiété. Voilà, il faut agir sur tous les niveaux. Et en parlant de traitement, c'est des pathologies qui se traitent très, très facilement avec des traitements pharmacologiques. Donc, n'importe quel psychiatre et médecin généraliste sont en compétence de prescrire des antidépresseurs, des traitements pour dormir. Donc ça se soigne très, très, très facilement. Il y a des méthodes, des outils de thérapie, psychothérapie brève qui sont utilisés et qui marchent très, très, très bien. Donc voilà, s'il y a prise en charge, il y a quand même des grandes chances que les personnes elles puissent s'en sortir. Et enfin, pour finir, l'impact. Donc, bon, je ne parle même pas d'accès aux droits fondamentaux, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent qui sont très, très importants et qui ont un impact très positif sur l'évolution des troubles de ces personnes-là. Donc, ça veut dire que nous tous, nous pouvons agir sans être soignants, c'est-à-dire les activités sportives, les activités de méditation, socialisation, et acculturation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Quelques références. Merci, docteur Tortelli. C'est vrai que votre propos était très très fort et nous a permis de percevoir, parce que je ne pense pas qu'on peut imaginer la violence du parcours migratoire et tous les troubles post-traumatiques que cela peut engendrer. La bonne nouvelle, c'était le propos positif, c'est de voir que finalement on peut soigner dès lors qu'il y a prise en charge. Et c'est toute la difficulté, c'est de mettre en œuvre cette prise en charge. Je vous propose